Madame, Monsieur, bonsoir. Alors qu'il fait l'objet de débats houleux au Parlement, nous, dans Éco-Débat, faisons du PLF 2020 le sujet de notre débat de ce soir. Entre urgence sociale, application d'une régionalisation avancée et efficiente et un coup de pouce à l'entrepreneuriat, ce PLF s'impose comme objectif de rétablir la confiance, car aujourd'hui, le constat est unanime. L'investissement et la consommation sont frileux et clairement ancrés dans l'attentisme. Nous pouvons aussi déduire que le point d'orgue de ce PLF est la fiscalité en attendant l'autre projet, celui de la loi cadre sur cette même fiscalité. Et pourtant, ce même PLF est censé relancer l'investissement à travers l'entrepreneuriat et redonner donc confiance à la classe moyenne pour qu'elle reconsomme des biens durables. Le budget de l'État, donc, sous la loupe de nos experts ce soir. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir le président du mouvement des entreprises du Maroc, Ahmed Bouzidi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Également sur le plateau, Mohamed Raj, fiscaliste. Bienvenue, Mohamed Raj, sur le plateau d'Éco-Débat. Merci pour l'invitation. Et puis pour parler des risques qui pèsent sur les entreprises marocaines, un expert en risk management, Amine Diori. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Messieurs, ce projet de loi de finances, donc 2020, est-il politique ou purement économique? Mohamed Raj. Ni l'un ni l'autre. C'est un budget fade, c'est un budget qui, au lieu de lancer des signaux forts aux entreprises, aux consommateurs, à la classe moyenne, c'est une reprise des chiffres des années 2019, 2018, 2017 et antérieures, avec une actualisation. Les rares décisions sont, si je dois me résumer, ne sont pas à l'initiative du gouvernement, mais ça vient d'en haut. Si je prends Casablanca Finance City, les exportations et les enfranches d'exportation, c'est M. Moscovici, lorsqu'il était venu à Rabat lors des assises fiscales, qui avait, en termes, j'oserais pas dire diplomatiques, demandé aux Marocains de mettre fin à ce régime concurrentiel. C'est la même chose pour Casablanca Finance City. Pour les avoirs en banque, c'est M. Jouari qui avait demandé à ce qu'il y ait un retour de liquidité vers les banques et bien sûr les solutions proposées, ce qu'il avait proposé pour qu'il y ait retour de cet argent qui a été retiré volontairement par des contribuables pour éviter bien sûr les saisies sur compte, tout simplement. Donc vous dites en fait, grosso modo, que ça ne fait pas partie du programme du gouvernement, non, ce projet de loi de finances. Non, je ne le retrouve pas. Très bien. Et la troisième mesure qui est venue de Sa Majesté à la suite de son discours devant le Parlement, oui, le mois d'octobre dernier, c'est lorsqu'il avait demandé aux banques de faire un effort pour venir en aide aux jeunes promoteurs. Et là, on a créé un fonds spécial de 2 milliards pour l'année 2020 pour venir en aide aux auto-entrepreneurs. Alors, justement, nous allons revenir bien sûr en détail, n'est-ce pas, sur les principaux points qui ressortent de ce projet de loi de finances et les principales réformes. Mais avant, je pose la même question peut-être à Ahmed Bouzidi en ce qui concerne cette idée de continuité. On dit que les PLF se suivent et les lois de finances même se suivent et se ressemblent. Selon vous, d'abord, est-ce un projet de loi de finances politique ou économique et est-ce qu'il finalement s'inscrit dans la continuité des autres lois de finances qui se sont succédées ces dernières années? Très bien. Si vous permettez, pour moins d'une minute, un petit préambule pour définir l'association Modem, parce que beaucoup de gens se posent la question, il y a beaucoup d'associations sur la place, à quoi sert Modem? Modem, tout simplement, elle est axée principalement sur la petite entreprise, reste à définir, avoir une définition, si vous voulez, homogène pour tous, mais en principe, nous, on voit moins de 20 millions de dirhams, toute société confondue, nous défendons un petit peu les droits, nous les écoutons et nous faisons l'intermédiation. Pour revenir à votre question, enfin, à notre point de vue, c'est un projet de loi qui est socio-politique. Social, parce qu'il y a quand même un côté social, on s'est donné quand même, il faut être positif, il faut voir les choses réellement. Et politique, il vient quand même suite au discours de Sa Majesté pour désigner une commission qui va préparer un nouveau modèle. Et nous, on se concentre sur tout nouveau modèle, c'est quel est l'homme
le H majuscule qui va diriger cela. Donc, dans cette période transitoire, il y a aussi le remaniement ministériel. À la dernière minute, il y a eu beaucoup de changements, il y avait compression de postes, etc. Donc, c'est un projet, il ne faut pas oublier aussi la conjoncture régionale, continentale et internationale. Donc, il y a des choses qui sont bien, mais nos attentes, franchement, ils sont beaucoup plus importantes. On en reparlera tout à l'heure parce que pour nous, il y a des priorités. Pour nous, il y a deux jambes de la petite entreprise. C'est la possibilité d'accès aux appels d'offres et commandes aussi bien publics que privés pour avoir une concurrence loyale. Et le deuxième point, la deuxième jambe, c'est les fameux délais de paiement dans les mises en pratique et surtout pour les EEP, les entités et entreprises publiques où il y a beaucoup de choses à voir. Et pour que d'ailleurs le PLF s'est clairement attelé à cette question de délai de paiement, ce qui concerne les EPP, les entités publiques. Alors, oui, vous vouliez peut-être finir votre idée. À ce sujet-là, justement, pour tous les téléspectateurs, nous avons une journée de réflexion. Nous avons préparé des propositions, un Small Business Act marocain qui vient complémenter ce qui a été fait par M. Ben Chaboun et M. Alami. Toutes les choses pratiques en posant les problématiques et quelles solutions on propose. C'est le 14 novembre. Oui, le 14 novembre, nous reviendrons à cet événement. Mais d'accord. Un point très important, vous avez parlé du Small Business Act. J'aimerais pas qu'on attaque, qu'on rentre dans le vif du sujet avant de faire réagir peut-être Amine Diori, mais on remarque qu'il y a un Small Business Act du patronat, un Small Business Act du MoDem que vous représentez aujourd'hui, un Small Business Act du gouvernement, en l'occurrence à travers le ministère de l'économie et des finances et celui de l'industrie. Combien de Small Business Act avons-nous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, selon vous ? Pour nous, madame, il y a un seul. Nos propositions, nous les avons remises au chef du gouvernement. Très bien. On s'est approché de la CGM, à qui on a remis nos propositions qu'ils vont remettre, eux, dans leur Small Business Act, et avec une association féminine d'entrepreneuriat. Et justement, le 14 novembre, nous serons les trois associations, et on a invité toutes les associations qui sont concernées, qui seront les bienvenues pour qu'on puisse discuter, comme il a dit Sa Majesté le Roi, des choses qui nous font plaisir et qui ne nous font pas plaisir aussi, pour bien ne pas avoir la langue de bois. Alors, avant de parler justement des choses qui ne vous font pas plaisir dans ce PLF, Amine Diori, d'abord peut-être une réaction par rapport à continuité ou discontinuité dans ce PLF, et surtout, quels sont les points forts selon vous? Avant de parler des points faibles du PLF, quels sont les points forts? Alors déjà, pour moi, clairement, ce n'est pas un budget pour les entreprises. Ensuite, continuité, non-continuité. Pour moi, il y a une discontinuité parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui avaient été annoncées l'année dernière qui sont remises en cause cette année. Par exemple, on parlait de la contribution, la cotisation minimale des entreprises qui était passée de 0,5% à 0,75%. On revient dessus sous certaines conditions, mais on revient quand même dessus. Le taux appliqué aux exportateurs qui était justement descendu à 17,5%, qui va repasser à 20%. Oui. Donc voilà, après, je dirais pour les entreprises, effectivement, il y a des points positifs, mais encore certaines entreprises, des entreprises industrielles notamment. Alors pourquoi les entreprises industrielles et pourquoi pas les autres? Notamment avec un taux marginal réduit qui passerait de 31% à 28%. Effectivement, ça, c'est une bonne chose. 20% dans les années à venir. Avec l'objectif, effectivement, de faire baisser l'IS jusqu'à 20%. Bon, ça, c'est très bien, mais quand on regarde ensemble toutes ces mesures mis bout à bout, on ne voit pas la cohérence globale. Et c'est ce qu'il aurait fallu avoir à travers une loi cadre, justement, qui avait été promise après les assises de la fiscalité et qui aurait donné une vision beaucoup plus claire, qui nous aurait permis de déchiffrer beaucoup plus facilement les propositions qui ont été faites, notamment à destination des entreprises. Aujourd'hui, la vision, on ne la voit pas très bien. Je vois surtout, moi, qu'effectivement, pour reprendre les propos de mon collègue à l'instant, je vois surtout qu'effectivement, on veut encourager les entreprises exportatrices, mais on revient sur le taux d'IS qui est plus important. Je vois que ce qui fait aujourd'hui une des forces de notre pays et qui attire aujourd'hui les investisseurs,
les zones franches qu'on appelle maintenant les zones d'accélération industrielle. Donc on change un peu le... Voilà, zone franche, ça faisait un peu trop zone franche d'impôt, donc on ne peut plus rester sur ce type d'appellation. Donc on est dans la sémantique peut-être C'est de la sémantique, mais plus que ça, puisqu'en fait, finalement, les avantages qu'on proposait avant, qui seront applicables pour les entreprises qui sont déjà installées, ne le seront plus, c'est-à-dire hormis l'exonération de 5 ans. 5 ans quand même, voilà, il faut rappeler. Bon, c'est vrai que ça reste intéressant, mais ensuite le taux double, c'est-à-dire qu'on passe de 8,75% à 15%, ce qui n'est plus du tout la même chose. En termes d'appel d'air, c'est plus la même chose pour les investisseurs étrangers. Et qu'en est-il pour les investisseurs marocains? Alors finalement, sans ce projet de loi cadre sur la fiscalité, on ne peut pas vraiment dire que ce projet de loi de finances apporte quelque chose de nouveau pour le tissu entrepreneurial. Avant de passer peut-être sur d'autres aspects de ce projet de loi de finances, et notamment sociaux. Non, je ne le pense pas, parce que tout simplement, il a été question lors des assises fiscales de proposer une loi cadre qui aurait pour mission de fixer les objectifs et les grands principes. Oui. Et puis, juste après, prononcer ou la proposer un calendrier d'application de la réforme qui devait en principe s'étaler sur 5 ans. Et à l'époque, lors du discours de clôture du ministre des Finances, il avait promis, une fois la loi cadre adoptée par le Parlement, on va mettre en place la réforme à travers les exercices, c'est-à-dire les lois de finances 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Maintenant, les mesures contenues dans la loi de finances 2020 ne répondent pas aux demandes des assises fiscales. Si je prends le taux de l'IS, il a été question que le taux de l'IS devait baisser durant les 5 prochaines années pour s'aligner un petit peu sur les standards internationaux. Parce que partout dans le monde, il y a une tendance baissière. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu à la hausse, comme je l'avais dit tout à l'heure, sous la pression de l'Union européenne pour revoir les statuts fiscaux spéciaux des Enfranches et de Casablanca Finance City et des exportations, mais cette fois-ci à la hausse. Donc c'est une réponse à une demande européenne, clairement. Une demande européenne. Très bien. D'autant plus que l'essentiel de notre économie est en relation directe avec ces pays, donc en termes d'échanges, en termes d'emprunt, donc par voie de conséquence, l'Union européenne était en position de force pour nous imposer. Et moi, j'ai suivi de très près le discours de Moscovici lors des assises fiscales, et il n'était pas du tout diplomate. Il a dit clairement aux Marocains de revoir et de mettre fin à cette concurrence. D'autant plus que nous vivons sur le plan mondial une période de récession. Vous avez la guerre des États-Unis avec la Chine, oui, les États-Unis avec l'Europe. Et l'Europe, maintenant, sa façon de réagir, c'est de voir du côté marocain pour revoir un petit peu le statut fiscal. 2, il y a un petit geste concernant les entreprises industrielles et pourquoi pas les autres, de faire passer le taux marginal de 31 à 28. Mais il reste davantage insuffisant. Maintenant, si je prends tous les impôts qu'on avait discutés lors des assises fiscales, au niveau de l'impôt sur le revenu, absolument rien. Et lors du discours du Premier ministre, du chef du gouvernement et du ministre des Finances, qui disent texto qu'ils sont là pour renforcer le rôle de la classe moyenne. La classe moyenne doit être renforcée à travers son pouvoir d'achat. Mais rien pour le pouvoir d'achat dans ce PLF. Rien. On n'a pas touché l'impôt sur le revenu, même sur le plan symbolique. Moi, j'aurais pu ajouter un abattement forfaitaire pour une réduction de scolarité des enfants. Sur les petits salaires, par exemple. Ou bien les petits salaires, revoir à la hausse la tranche exonérée. C'est cela. Ou bien revoir quelques produits de consommation en leur accordant soit l'exonération ou bien en baissant le taux. La classe moyenne est en train de s'appauvrir. 2, elle n'est pas prête maintenant à renouveler ses équipements pour faire tourner la machine. Les biens durables, donc consommation et automatiquement une voiture, croissance. Au lieu de la changer maintenant, on va réfléchir 2 fois. Un frigo, la même chose. Un télé, un salon. C'est la classe moyenne qui consomme ce genre de produits. Ce n'est pas la classe pauvre. Mais c'est la locomotive de la croissance, finalement. Oui, c'est la demande. Il relance la demande de la consommation. Ils consomment, ils voyagent, ils s'habillent, ils sortent. Ils vont voir le cinéma, ainsi de suite. Donc, par voie de conséquence, la classe moyenne n'a rien obtenu, sauf dans le cadre du discours, et moi je l'appelle en arabe Saoufa, il n'y a absolument rien. Tout à l'heure, vous avez parlé du budget. Le budget est un acte politique. De combien est composé de ce budget? Combien pèse ce budget aujourd'hui? C'est autour de 400 milliards et quelques. Mais si je prends maintenant... 480, presque 500 milliards. Oui, mais lorsque je vois le ministre des Finances insister sur 91 milliards consacré à la santé et à l'enseignement. Il n'a pas parlé du parallèle. Lorsque moi je prends le budget de la défense et de l'intérieur, tout ce qui est sécurité, c'est presque le même budget. Moi je défends la sécurité de mon pays. J'appuie
j'appuie les crédits ouverts cette année et qui ont augmenté de 90%, de 30% pour le ministère de la Défense. Il est tout à fait normal. On est confronté à des agressions où il y a des risques d'agression, il est tout à fait normal que les forces armées royales arrivent à s'équiper, à se moderniser. Mais entre les deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, ou bien l'administration de la Défense, c'est un budget qui est colossal, de 45 millions plus 33 milliards, 45 milliards plus 33, c'est presque 90 milliards. Et moi, j'applaudis l'effort financier fait pour donner les moyens à la sécurité du pays. Qu'en est-il de la sécurité sociale? Alors, je pose la question peut-être à Amine Djori. Donc, on a vu que l'accent a été mis sur ces secteurs sociaux. Que pensez-vous justement des deux budgets alloués d'abord à la santé et aussi à cette réforme de l'éducation qui, d'ailleurs, le ministre lui-même l'avait dit, va peser lourd sur ce budget de l'État? Pensez-vous que, justement, ces deux départements ont eu, finalement, ce qui pourrait changer les choses dans la réalité de ces deux secteurs? Alors, effectivement, l'augmentation annoncée, qui est effectivement une augmentation de plus de 18% pour les deux postes, on dépasse les 90 milliards cumulés pour ces deux postes. Pour les deux, oui. Sachant qu'on est quand même assez loin des principaux postes du budget de l'État, il ne faut pas oublier le service de remboursement de la dette, qui est le premier poste aujourd'hui. Suivi de la défense, la sécurité nationale, etc. etc. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que ces deux postes ne sont pas prioritaires pour la majorité des gens qui, aujourd'hui, ont leurs enfants qui vont à l'école ou la santé, qui sont aujourd'hui des secteurs sociaux absolument prioritaires pour lesquels on voit des déficiences. Il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, une majorité de ces services sont privatisés. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des entreprises privées qui rendent ces services-là aux particuliers. Donc, effectivement, le public a le rôle du budget public, le budget de l'État a pour rôle justement de remédier, de reprendre un peu le pouvoir sur ces secteurs, sur ces services sociaux qui sont absolument prioritaires pour le Marocain lambda, évidemment. Évidemment, d'autres sommes sont consacrées pour justement ces aspects sociaux, notamment un budget de 18 milliards justement pour aider les enfants scolarisés de la classe défavorisée, donc en matière de scolarisation, c'est important. Donc, il y a une grosse partie de cet argent qui est attribué, et ça suit le discours de Sa Majesté justement, d'attribuer davantage d'argent justement pour les services sociaux, pour tout ce qui est social. Quand même, 18 milliards, 18,6 milliards seront alloués à la création de 4000 postes budgétaires. Oui, mais il faut voir aussi que derrière ces postes, aujourd'hui, il y a énormément de départs à la retraite, qu'il faut remplacer aujourd'hui les fonctionnaires qui partent à la retraite. On ne voit pas cette différence finalement de ces postes qui partent, de ces postes qui sont créés. Combien finalement dégage-t-on de ce budget-là? En fait, ce qui est annoncé, c'est qu'il va y avoir à peu près 60 000 personnes qui vont partir à la retraite très prochainement. Et la création de 40 000 postes budgétaires de manière générale. Donc, de ce projet de loi de finances. On voit bien qu'il y a un déficit en termes de recrutement net et que c'est là-dessus qu'on va essayer de gratter un petit peu en matière de budget de l'État, puisqu'il faut rappeler quand même que les salaires des fonctionnaires de l'État, c'est quand même 40% du budget global. C'est cela. Donc c'est un montant relativement important. Après, tout ce qui est annoncé justement pour faire des économies, je pense que c'est un peu subsidiaire, parce que quand je vois par exemple que le ministre de l'économie annonce qu'on va essayer de gratter un petit peu sur les déplacements, sur l'eau, l'électricité, j'ai envie de dire. Je pense que c'est pas là-dessus qu'on va faire des économies. Effectivement, là où il faut regarder, déjà, c'est essayer d'accroître nos revenus. C'est ça, à mon avis, les recettes de l'État, c'est ça la priorité. Et on parlait de l'IR, il y a quand même un gros problème de l'assiette fiscale au Maroc. Très étroite. Mais très étroite. L'IS, aujourd'hui, c'est 1% des contribuables qui payent 90% de l'IS, et l'IR, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on parle évidemment de l'IR public des fonctionnaires de l'État, mais au niveau du privé, c'est une catastrophe. Pourtant, ce PLF a prévu justement beaucoup d'incitations par rapport à ces particuliers pour payer justement... ça, c'est autre chose à la rigueur. L'IR. Mais déjà, on part d'une situation existante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'IR, 94% des salariés du privé 1% des personnes du privé payent 94% de l'IR, ce qui est absolument... Il y a un problème en termes de répartition. C'est-à-dire que dès que vous gagnez 7 000 dirhams net par mois,
vous contribuez à presque 100% de l'IR total. Sans parler de l'IR professionnel où le montant est extrêmement faible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes profession libérale, on l'a vu avec les derniers redressements fiscaux qui ont eu lieu. Non, mais est-ce que ces mesures-là qui sont annoncées, notamment la régularisation spontanée de l'IR et de la situation fiscale de manière générale, n'est-elle pas ou ne serait-elle pas bénéfique ou déjà efficiente? Est-ce que les gens vont adhérer? Alors déjà, en théorie, oui, c'est très bien. Je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, dans la pratique, vous croyez vraiment que vous êtes dans l'informel et on vous dit rentrez dans le formel via une régularisation et on va vous laisser tranquille. Bon, ok, très bien, vous allez le faire. Mais après, vous allez être sous la loupe du fisc. Et à mon avis, Alors, il faut juste qu'on précise qu'à travers le versement d'une contribution libératoire égale à 10% du montant brut des revenus fonciers acquis au titre de l'année 2018. Il y a différents aspects. Il y en a beaucoup. Il y a différents aspects. Il y a d'abord l'aspect régularisation pour les entreprises de l'IS, de la TVA. De la TVA, oui. Donc là, c'est une première chose, une première régularisation spontanée par rapport aux 3 derniers exercices. C'est-à-dire que si demain, vous déclarez effectivement des choses que l'entreprise n'a pas déclarées, et encore, il faut passer par un expert comptable agréé qui engendre un surcoût pour l'entreprise. Si vous découvrez demain que vous n'avez pas tout déclaré, vous pouvez le faire sans pénalité, etc. Bon, ça, très bien. Après, il y a les autres aspects. Vous avez des avoirs à l'étranger et vous souhaitez les rapatrier. C'est autre chose. Et encore, vous êtes obligé de mettre 25% de vos revenus en devises, de les remettre sur le marché local. Donc, voilà. Ahmed Bouzidi, justement, par rapport à ces réformes en ce qui concerne l'IR et l'IS, est-ce que cela va changer quelque chose à la santé de l'entreprise marocaine, selon vous? Justement, lutter plus contre l'informel, comme disait Amine Diori. Franchement, en ce qui concerne le côté fiscal pour la petite entreprise, on n'a pas à se plaindre parce que dès la création du mouvement moderne, nous avons fait des propositions, c'était en 2011, et maintenant il y a des réductions quand même sur les impôts, pour les sociétés qui développent un chiffre d'affaires inférieur à 1 million de dirhams, il y a un taux, au-delà il y a un autre taux. De ce côté-là, il y a eu une avancée. Mais le problème, comme il a dit M. Raj et M. Diori, je crois que c'est le côté le climat économique des affaires. Et là, je reviens, si vous permettez, à un discours de Sa Majesté, c'était en 1999, le 30 septembre, 2 mois après son intronisation. Il a dit, en ces termes, enfin, le projet que nous voulons avoir dépend de la conscience de tous les partenaires socio-économiques. Il y a 20 ans. Je crois qu'il faut un minimum de conscience, un minimum de citoyenneté. Et qu'est-ce qu'on contribue? Nous tous. Donc, citoyens, politiques, acteurs économiques, tout le monde dans le même panier. Finalement, tout le monde a une responsabilité. Alors si vous ça permettez, n'incombe pas que madame, l'État. il faut qu'on arrête à montrer du doigt l'autre. On se remet en question. Et chacun, suivant sa position... C'est culturel, selon vous? Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. C'est un peu difficile. Je peux vous dire une chose. Que si vous vous rappelez, quand il y a eu le problème de la digitalisation des épiciers, etc., il y a eu certaines revendications, puis le gouvernement... Mais c'était plus par rapport à la taxe que la digitalisation, Ahmed Bouzidi. Et nous, lors d'un plateau-là, une conférence, on a posé la question, ces petits entrepreneurs, ces petites entreprises, ces épiciers, etc., Darb Omar, les petits magasins, la petite entreprise, elle achète de chez eux, d'accord? Mais si cette personne ne donne pas de facture, comment nous... La petite entreprise citoyenne, comment elle va justifier si elle est vérifiée par le fisc? On est en période transitoire, il faut trouver des solutions transitoires dans tous les domaines. Pas le bâton, la carotte. Voilà, donc il n'y a pas, si on voit les gens manifester, on recule, on jette le ballon, on recule et puis on teste. Je crois qu'il faut y avoir un minimum de courage de notre gouvernement, avec tout le respect. Je crois que c'est... Est-ce que vous pensez que justement... Sa Majesté l'a dit, il a dit qu'il faut qu'on parle de toutes les choses, même celles qui ne font pas plaisir. Donc il faut agir dans ce sens. Le problème de l'informel, c'est que c'est aussi et c'est surtout un problème politique. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, on essaye d'intégrer par la carotte, mais le bâton, on n'y arrive pas, parce que justement, si on manie trop le bâton, on risque d'avoir un retour de manivelle, surtout
Si on tire trop sur la corde, effectivement, le printemps arabe, c'est un peu ça briser. aussi. On a essayé de trop tirer sur l'informel et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Absolument. Donc c'est un problème éminemment politique. Mais le problème, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. En début d'année, par exemple, quand on a voulu instaurer la facturation électronique pour tous les commerçants, l'obligation de l'ICE dans les factures, etc., il y a eu des manifestations, il y a eu des grèves et on a fait un rétropédalage dessus. Comment peut-on demander aujourd'hui à des contribuables de davantage contribuer tout en sachant que de l'autre, on laisse libre un secteur informel se développer, que d'autres ne contribuent pas et qu'on les laisse faire et qu'on sache pertinemment qu'ils ne vont pas contribuer au financement de notre économie. Et en parlant de financement de notre économie, je vous propose d'ailleurs après cette pause de parler de ces nouveaux relais de croissance. Comment justement créer de la valeur, comment pousser cette croissance pour pouvoir créer des postes d'emploi et comment justement ce PLF qui fait l'objet de notre émission ce soir répond à cette urgence. À tout de suite. Bonsoir à nouveau et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-débat que nous consacrons aujourd'hui à l'analyse de ce projet de loi de finances 2020 qui est en ce moment même en discussion au Parlement. Alors, juste avant la pause, quelque chose de très important a été évoqué justement par professeur Raj et cela concernait l'aide aux ménages et justement pour soutenir cette consommation locale ou tout simplement peut-être réduire les inégalités sociales. Pour réduire les inégalités sociales, il y a un budget qui a été dégagé pour soutenir le pouvoir d'achat. Il est de 26 milliards de dirhams, soutenir le pouvoir d'achat des ménages vulnérables et de la classe moyenne. Alors il y a bien sûr ce qui concerne le dialogue social et poursuite de subventions des prix, mais finalement sans registre social unique, un projet qui a été initié, et d'ailleurs par le souverain, c'était l'année dernière. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on peut justement aider les ménages les plus vulnérables sans vraiment détenir de data fiables pour mieux cibler ces ménages? Oui, il y a toujours le même problème. C'est le registre qui n'arrive pas à voir le jour. Ça traîne le pas. Deux, on ne voit pas clair la question de la caisse de compensation. Tout ce qu'on sait pour la loi de finances 2020, c'est qu'il y a une réduction de crédit de 3 milliards. Est-ce que c'est la conjoncture mondiale qui nous annonce une baisse des prix? Ce n'est pas du tout évident. On sait pas. Donc ça peut enclencher à n'importe quel moment. Deux, trois, c'est vrai, c'est à la suite du dialogue social. On a décidé de reprendre une petite augmentation, que j'oserais dire symbolique, des salaires, mais étalée sur 3 ans. Et ici, les salariés ne font que reprendre la perte de pouvoir d'achat parce que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas augmenté les salaires. Et si vous allez prendre rien que le cumul des taux d'inflation de ces 10 dernières années, les salariés ne vont faire que récupérer une partie de leur pouvoir d'achat. Mais les grands consommateurs, c'est la classe moyenne. La classe moyenne actuellement est laissée pour compte sur le plan du concret. Le discours, elle se retrouve dans tous les discours. Si je prends des cas simples, je prends l'impôt sur le revenu, on n'a pas touché à un iota de l'impôt sur le revenu. Et pourtant, cette classe moyenne réserve une partie de son budget pour la scolarité de ses enfants, une partie du revenu pour se soigner, parce qu'ils ne font plus confiance aux services publics de l'État, vu la médiocrité du service de la santé et de l'enseignement. 3, ils sont en train de revoir, moi j'exprime une partie de cette classe moyenne, à travers les doutes concernant les achats. Donc maintenant, pour réfléchir, pour prendre une décision de renouveler sa voiture, bien sûr, je fais partie de cette classe moyenne, il faut réfléchir 2 fois. Il faut provoquer même un conseil de famille. Changer les meubles, changer le frigo, les cuisinières, voyager à l'étranger, ça commence à devenir très sérieux. Donc, et pourtant, les assises fiscales seraient là, on avait beaucoup parlé de l'inéquité fiscale. Et par les moyens de correction de cette inéquité, c'est de revoir le système d'imposition et de prévoir un barème progressif de l'impôt sur le revenu pour arriver à un principe simple qui est annoncé par notre Constitution, c'est le fameux article 39, c'est le principe de l'égalité devant l'impôt. Ça veut dire à revenu égal, impôt égal.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'autant plus que la loi de finances 2020 a introduit vraiment une décision que je qualifie d'irresponsable. On a proposé 4 amnisties fiscales. Avec le jeu des contributions, risque pour ne pas rappeler aux Marocains les fameuses 3 amnisties qu'on avait consommées durant les années 70, les années 80 et les années 90. Ce sont des amnisties fiscales et c'est un mauvais signal donné aux contribuables qui sont honnêtes, qui sont corrects, qui déclarent leurs revenus et qui paient leurs impôts. Qui payent leurs impôts et à côté qui ont recours au secteur privé, notamment pour la santé et pour l'éducation. Vous avez parlé tout à l'heure de l'abattement. Ça a été rejeté pour la simple et unique raison que l'État va admettre que finalement son système de santé et son système d'éducation est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Mais le gouvernement ne peut pas l'admettre, enfin. Il ne peut pas, sinon il doit démissionner. S'il l'admet, automatiquement, c'est une démission devant Sa Majesté. Mais du coup, nous n'avançons pas en ce qui concerne cet abattement pour justement cette classe moyenne qui paye ses taxes et qui devrait elle-même profiter de ces services publics par rapport à peut-être même une autre tranche, et notamment dans l'informel, qui ne paye pas de taxes et qui profite aussi de ce service public. Les chiffres publiés cette année, et je rends hommage à Farage qui est parti à la retraite, les chiffres qu'ils ont publiés, qu'ils ont mis à la disposition du public, des journalistes sont éloquents. Ils ont mis en relief les inégalités dans la répartition de la charge fiscale. Il n'y a pas que le secteur informel. Le fait de dire à quelqu'un de faire une déclaration spontanée en 2020 et on va effacer l'ardoise au titre des années précédentes et qu'on vous garantit qu'on ne va plus venir contrôler vos comptes, c'est un signal fort pour que les gens fraudent. Moi, je suis contre l'amnistie. L'amnistie, on peut la faire une fois tous les 30 ans. Par exemple, j'aurais bien aimé, si notre gouvernement est venu avec un projet ficelé de la réforme fiscale, et de nous dire, on va effacer l'ardoise à 0 et on commence. Là, je l'aurais aimé. Mais cette fois-ci, sont des amnisties. Je préfère le mot amnistie, qui sont ponctuelles et qui sont très bien ciblées. Que fait l'administration fiscale pour aller les contrôler? Elle dispose des moyens, elle dispose de l'information, elle dispose des équipements. Et les avoirs à l'étranger, c'est pas bénéfique? Oui et non. Oui et non. Mais comment ils ont fait pour quitter le territoire? Donc oui, il y a un problème quelque part. Alors, soit nous avançons, soit on revient en arrière. Donc, du coup, on veut peut-être aller de l'avant et justement profiter de cette amnistie pour rapatrier toutes les devises qui ont été ressorties. On l'a fait en 2014. On a fait rentrer à titre exceptionnel 3,7 milliards. Mais au moins, on avait l'information. Parce qu'il y a des accords bilatéraux. Voilà, donc c'est... Le ministre s'est caché derrière... C'était anonyme en 2014. En 2014. Cette année, ce ne sera pas le cas. Le ministre s'est caché derrière une convention qui ne sera en vigueur qu'en 2020, mais on a oublié qu'il y a des accords bilatéraux entre les différents États, essentiellement européens, et l'administration fiscale dispose de toutes les informations. Avec Big Data, ils ont toutes les informations. Ils ont les ressources humaines compétentes. Ils ont les équipements adéquats. Donc, je pense que pour pouvoir demain financer le budget 2020, 2030, 2050, il faut revoir le système d'imposition au Maroc. Il faut que les Marocains, entreprises, personnes morales, personnes physiques, adhèrent à l'impôt. Mais pour qu'on puisse adhérer à l'impôt, il faut également que l'État donne l'exemple. Le problème majeur au Maroc, c'est actuellement, on n'a pas de citoyenneté fiscale, on n'a pas d'adhésion fiscale. Absolument. Et la preuve avec cette amnistie, c'est comme si on était en train d'encourager les gens qui trichaient auparavant, maintenant de faire « Afallahu amma salaf », et c'est la deuxième fois pour ce gouvernement après Ben Kiran en 2014, mais maintenant c'est l'Uthmani, « Afallahu amma salaf », et on continue. Non, on ne peut pas fonctionner ainsi. Si vous suivez l'actualité dans le monde, il y a beaucoup de troubles. Je n'ai pas envie que mon pays connaisse les mêmes problèmes, mais attention, il y a une bombe sociale. Cette bombe sociale, on peut la corriger avec les moyens, avec une répartition. Je ne demande pas à ce qu'on prive ou là, on exproprie les gens pour les redistribuer aux autres, mais à travers la création de la richesse créée durant une année. Alors justement, création de richesse. De répartir ce fruit sur l'ensemble de la population. Alors au lieu de penser que les recettes de l'État ne viennent que des
des taxes et d'autres impôts que vous avez si bien détaillés, Mohamed Raj. Est-ce que ce projet de loi de finances, Ahmed Bouzidi, est en faveur de la diversification des sources de croissance? Si vous voulez, avant de répondre, je voudrais enchaîner ce qu'a dit M. Raj. On est d'accord sur le fond du problème, mais il faut quand même se mettre, avoir une analyse plus réaliste, je veux dire, et se mettre à la place du gouvernement actuellement. La croissance, elle a baissé l'année passée. Cette année 2020, ça va être encore plus difficile. L'exportation, conjoncture internationale, le gouvernement a besoin de sous, elle a besoin d'argent. Comment qu'il faut faire? Et ça, si vous permettez, c'est M. Ben Chaboun qui l'a dit, enfin il a changé le mot de amnistie, il dit contribution libératoire pour les personnes physiques. Moi, je voudrais revenir sur en ce qui nous concerne, nous, la petite entreprise. Je pense que nous avons une niche formidable, mais malheureusement, on ne donne pas beaucoup d'importance et on reste toujours le bon élève des organismes internationaux. Il faut arrêter ça. Ce que je veux dire. Vous parlez du doing business? Je parle par exemple de la Banque mondiale, la pression de la communauté pour laquelle il a parlé sur l'âge. Bon, on a une bonne note, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on ait peur si on s'endette davantage et si l'endettement part dans des investissements créatrices de richesse et d'emplois. Je m'explique. Nous avons un stock de 3 millions d'entreprises tout confondues, informelles et tout ça. Vous me corrigez, M. Diori. Ces 3 millions, nous avons des démarches pour lesquelles nous demandons aucun financement, sauf pour les associations entre nous qui nous délèguent 4 ou 5 personnes, ou même 2 personnes par association, parce qu'on arrête pour les bénévolats. Je vous assure qu'on a plein, et puis on n'est pas financé par ceci, on essaie d'être libre. Ce qu'on appelle, nous, le projet PAM. C'est PAME, Projet d'accélération microéconomique. C'est la petite industrie de transformation. Il faut l'encourager. Comment? Il faut inverser maintenant les tendances. Maintenant, les gens cherchent à aller faire parlementaire, à faire la politique, à entrer dans l'administration, à avoir des carnets d'adresses, et puis c'est la fortune. Il faut qu'il y ait le travail de l'entreprise. Il faut que l'entrepreneuriat soit valorisé. Il faut qu'ils aient des subventions. Vous avez, par exemple, je parle des Turcs, de la Chine, de la Corée du Sud. Tout ça, c'est une politique si vous voulez, de dynamisation de l'entrepreneuriat dans tous ces secteurs. Il y a le service, il y a la micro-industrie, il y a un ensemble de données. Et là, je vous cite un exemple très simple. À Casablanca, nous avons inventorié au moins 5 zones industrielles qui sont dans l'informel. Bon. Il y a eu le programme de la lutte contre les bidonvilles, qui était une bonne chose. Mais les zones industrielles, ils sont primordiales. Avant, il faut régler ce problème-là. Est-ce que vous pensez que si nous intégrons dans notre tissu industriel marocain ce secteur informel et ces toutes petites entreprises en leur donnant des incitations, peut-être pas fiscales, mais autres, est-ce que ça permettrait justement au PIB industriel de dépasser cette barre de 17% ou de 15%? Écoutez, un petit calcul pour nous tout simple et tout bête. Oui. Avec cela, nous allons au moins gagner au moins 2 à 3 points du PIB. Au moins. C'est-à-dire à peu près 100 000 emplois. Très bien. En théorie, c'est vrai, mais comment on fait pour justement intégrer ces personnes dans l'informel? Aujourd'hui, on propose simplement une régularisation en leur disant « régularisez votre situation et on vous laisse tranquille ». Mais on ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, aujourd'hui, pour moi, le budget 2020, il se résume de manière très simple. On a beaucoup de dépenses et derrière, on a peu de croissance économique et donc on a des recettes qui sont limitées. Déjà des ambitions qu'on affiche dans ce PLF, des ambitions sociales. Justement, vous en parlez après. De manière générale, on a beaucoup de dépenses, notamment sociales. Derrière, on a des recettes qui stagnent parce que derrière, on a une croissance économique qui est très faible. Et qui baisse en 2020, enfin qui devrait baisser en 2020. Et comment on fait justement pour élargir cette assiette fiscale et avoir davantage de recettes? L'idée du gouvernement, c'est de dire on va faire la façon rapide, c'est-à-dire on amnistie, vous ramenez votre argent, vous régularisez, vous payez des impôts et on vous laisse tranquille.
à mon avis, ce n'est pas la bonne idée. C'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers. Si vous voulez intégrer demain l'informel notamment, les faire rentrer dans l'économie formelle, c'est avec des incitations fiscales. C'est purement fiscal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que la fiscalité est trop importante, que ce soit l'IS, que ce soit la TVA. On n'en parle pas de la TVA, mais c'est un problème majeur aussi. Bien sûr. IS, TVA, les impôts et taxes, tant qu'on n'aura pas réglé, qu'on n'aura pas baissé le taux d'imposition qui pèse aujourd'hui sur les entreprises, on ne réglera pas les problèmes de l'informel, on ne fera pas rentrer davantage d'argent, on ne fera pas participer. On ne créera pas de la richesse, tout simplement. On ne créera pas de richesse non plus, voilà. Donc en fait, juste pour revenir à Ahmed Bouzidji, les 2 milliards de dirhams qui font partie du fonds alloué en totalité de 6 milliards de dirhams qui a été alloué pour donner un coup de pouce, disons-le, à la TPME marocaine, selon vous, est-ce suffisant ? Ben, écoutez, c'est jamais suffisant. Il faut avoir beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il faut voir déjà les nouvelles créations, comment les aider à l'amorçage et régler tous les problèmes qu'il y a pour la petite entreprise dans le contexte actuel. Mais quand vous dites régler, c'est qui? Ben, si nous tous. Ben, déjà qu'on les écoute. Et si vous voulez bien, il y a une bonne question. D'abord, il faut qu'il y ait une entité, madame, qui centralise tout cela. Je vous assure. Ce n'est pas les entités qui manquent, Ahmed Bouzidji, au Maroc. Non, écoutez-moi, je vais être très précis. Entre la Confédération des TPE, le MODEM, la CGEM. En 2011, il y avait un secrétariat d'État, qui a fait quelque chose ou pas, qui s'occupait des petites entreprises. Actuellement, il n'y a rien. De toute façon, on a un gouvernement plus réduit maintenant. Donc, ce ne sera pas un secrétariat d'État. On va s'adresser au ministre du Commerce, au ministre des Finances, à Maroc PME, à l'ANAPEC, à ceci, à cela. Chacun, et là, on est champion. Chacun, il vous écoute et vous dit, monsieur, ça, ce n'est pas mon problème. Il sait ce qui est devant le problème et allez-y faire le tour. C'est ce que vous vivez finalement dans votre... C'est-à-dire dans la réalité du terrain, tout simplement, voilà, donc, dans le quotidien, finalement. Il nous faut une entité interlocutrice qui coordonne tout cela, qui vous écoute et avec laquelle on donne des propositions, on fait des analyses et à ce moment-là, on fait un programme qui vient du terrain, qui répond aux attentes urgentes de la petite entreprise. Alors, les attentes urgentes de la petite entreprise... Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les deux, c'est l'accès... Au financement Non, c'est l'accès déjà aux appels d'offres. Aux appels d'offres du marché public et privé. Écoutez, parce qu'avant, excusez-moi, avant de chercher le financement, il faut avoir un carnet de commandes. Hein. Clairement, clairement. Et après, à ce moment-là, si vous avez un carnet de commandes, si vous avez un bon business plan, si... Qu'est-ce qui les empêche justement d'accéder à ces appels d'offres? Écoutez, c'est la mise en place de la pratique. Hein, c'est-à-dire il y a déjà je m'excuse, il y a déjà le dépoussiérage de l'administration. Je peux vous dire une chose, en connaissance de cause, nous avons des dossiers. Une petite entreprise qui a voulu s'installer en zone industrielle à la région de Casa. L'entité d'État qui s'occupe du foncier, après le paiement, elle a remis le dossier, enfin, comment dirais-je, le dossier de la conservation 4 années après. Et maintenant, cette entreprise rentre dans le système pour avoir l'autorisation de construire. La commune, elle demande des choses qui ne sont contradictoires avec le cahier de charge. Lenteur des procédures administratives, clairement. Alors là, quand l'entreprise lance un projet, elle fait son business plan, il y a un décalage de 5 ans, 6 ans. Alors allez-y chercher. Si elle existe toujours, hein? Cette entreprise. Elle existe celle-là. Très bien. Très bien. Alors, justement, peut-être une réaction, Mohamed Raj, par rapport à cela. Et nous avons eu un ministère qui est chargé de la réforme de l'administration publique, qui n'existe plus d'ailleurs, dans la nouvelle mouture du gouvernement. Alors, finalement, on parle de doing business, n'est-ce pas, qui avance, et concrètement, les TPME, les toutes petites entreprises, parce que ce doing business, justement, rappelons-le, parmi les critères qui sont tenus en compte, il y a la rapidité avec laquelle l'entreprise est créée, il y a l'accès au crédit bancaire, plus une dizaine d'autres d'indicateurs, en rappelant bien sûr que selon Banque Maghreb, seulement 34% du total de financement des entreprises non financières ont été alloués aux TPME.
Alors tout cela, finalement, est-ce que ça concerne que l'investissement étranger? Ça ne concerne pas la toute petite entreprise marocaine? Là, ça concerne tout le monde. On a une administration qui est bureaucratique, tatillonne, qui reste toujours centralisée à Rabat. Donc c'est une administration de tendance jacobine. Et pourtant, ça fait des années qu'on parle de la décentralisation et de la déconcentration. Si j'arrive au poste de déconcentration, la charte, on n'arrive pas à la voir. 2, comment se fait-il qu'une petite entreprise perdue quelque part dans un petit patelin à 800 km de Rabat, pour qu'elle puisse obtenir tous les documents et les autorisations de Rabat? Donc, il faut aller vivement dans le sujet. Régionalisation, oui, mais il faut que Rabat abandonne une partie de ses compétences et les transfère avec les moyens financiers aux différentes régions. Et les moyens humains, alors? Est-ce que ces régions... C'est une question qui revient et que je pose souvent pour les gens qui suivent Éco-Débat, que je pose souvent sur ce plateau. Est-ce que les régions, les collectivités territoriales ont les besoins humains, les ressources humaines pour justement gérer ces dossiers-là que vous dites, Mohamed Rachid? Oui, mais il faut changer les habitudes, il faut changer quelques pratiques. Lorsqu'on recrute sur une base politique, on recrute sur une base religieuse ou la tribale, vous ne pouvez pas avoir les compétences. Je m'excuse. Si maintenant tous les cadres supérieurs veulent être dans l'axe de Rabat-Casablanca, c'est leur affaire. Mais moi, en tant que région ou bien en tant que commune, je dois obtenir mes ressources humaines en termes de qualité. Ce ne sont pas des qualités qui manquent. Actuellement, vous avez plus de 1 100 000 étudiants au Maroc. Vous avez des dizaines de milliers dans les grandes écoles. Il faut savoir les attirer. Ce n'est pas avec un petit salaire de misère qu'ils vont venir travailler à Goulmim ou bien à Oujda ou à Zagora. Donc, les ressources humaines sont là, mais il faut savoir les recruter et les séduire. Et ne pas recruter, comme le font actuellement les partis politiques au Maroc. Lorsque vous avez une couleur à la tête du conseil, vous avez automatiquement les membres de la tribu qui vont venir. Comment vous allez obtenir ces compétences? Moi, j'ai vécu cette expérience dans la région de Chaouia-Ourdirar avant le nouveau découpage. J'étais doyen, directeur et président d'université. Je côtoyais au quotidien ces problèmes. On nous avait donné même des contrats de recrutement, mais à l'époque, personne ne voulait travailler avec la région parce qu'on a une conception, il y a une certaine culture qui est négative de travailler dans une commune. Parce que pour les gens, les communes, c'est aller signer le matin, puis quitter l'administration, aller pour s'installer dans un café à côté et faire les mots fléchés. Et les problèmes se réglaient ailleurs. Donc ce n'est pas un cliché tout cela? Non, ce n'est pas un cliché. Très bien. Ahmed Bouzidi, une réaction? Je voulais simplement rebondir. Par rapport à la régionalisation, par rapport à l'entreprise, par rapport à la création d'entreprises dans toutes les régions, est-ce qu'elles ont leur chance? Surtout avec des séries en panne. Mais si vous permettez d'abord une petite... Brièvement, parce qu'il nous reste 3 minutes avant la fin de l'émission. Très brièvement. Je crois on est d'accord sur le fond qu'il faut choisir les compétences. Mais moi, je dis toujours, une autre association, il faut travailler sur l'homme, H majuscule. Ça va nous éviter des conflits religieux, des conflits d'éthique, des conflits de régionalisation. Nous en avons, vous m'excusez, nous en avons assez de dire celui-là Rifin, celui-là Oujdi, celui-là... Je crois que les débats déjà en France, ils sont déjà à un stade, il faut, pour nous, c'est le travail et les valeurs des compétences. Très bien. Ça c'est très important. Régionalisation avancée et entreprise. Je suis d'accord avec ces rages parce que régionalisation, encore faut-il à chercher les compétences et avoir un deadline pour un suivi. Et vraiment, et là, je vous cite par exemple, ce n'est pas pour notre région. Bon, déjà pour le programme 2016-2022, c'était 34 milliards de dirhams. Normalement, il y aurait 10 milliards qui reviendraient aux petites entreprises. Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'on en est? C'est ça, il faut demander des comptes. À 2 ans ou presque 3 ans de l'échéance. Et dernièrement, quand on a eu des discussions, il paraît qu'ils sont maintenant en train de faire l'étude. Alors, ça va faire l'étude jusqu'en 2022. Bon, je ne sais pas, le temps de reprendre encore les élections et rebolote. Hein. Projet de loi de finances 2020, 10 milliards pour la régionalisation avancée. À quoi cela va servir justement pour reprendre ce questionnement d'Ahmed Bouzidi? Alors, si vous le permettez, je voudrais reprendre un point quand même important, la question du doing business, parce qu'en fait, il y a deux réalités aujourd'hui qui s'affrontent. Il y a le budget qui montre une certaine réalité du Maroc, un climat
qui n'est pas serein, qui n'est pas un climat de confiance. Et de l'autre côté, on a le doing business qui nous dit qu'on progresse, qu'on est meilleur chaque année. Mais dans les faits, aujourd'hui, effectivement, je rejoins ce que dit M. Bouzidi, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour les petites entreprises, ça se voit au niveau des différentes entreprises, on voit qu'il y a effectivement un problème d'accès au marché public, il y a un problème d'accès au financement, il y a un problème de délai de paiement qui est majeur. Donc il y a une réalité qui fait que le climat interentreprise est tendu et pas serein, et de l'autre côté, on nous dit que finalement... on est des bons élèves. On est des bons élèves, ce qui n'est pas... Pour la Banque mondiale. Pour moi, c'est deux images qui ne sont pas concordantes, ce ne sont pas des images qui reflètent la réalité. Pour les 10 milliards pour la régionalisation, pour terminer. Alors, sur les 10 milliards, effectivement, pour moi, c'est un transfert qui est nécessaire, effectivement, que les communes ou les régions aient la possibilité de gérer eux-mêmes leurs propres équipes, leurs propres problématiques. Je reprendrai une problématique que je connais bien, qui est celle des délais de paiement, notamment. Cette question, elle doit être gérée au niveau régional, notamment, et avec des réunions spécifiques régionales pour que les entreprises de la région puissent justement venir présenter leurs doléances à ces réunions. Effectivement, il faut effectivement du personnel compétent, du personnel qui soit payé par la région pour régler ces problèmes. Et donc cet argent va servir évidemment à ça. Et rappelons que finalement, ce n'est pas une question que de ressources humaines, c'est une question de volonté politique, car comme le font tous les ministères, on peut toujours, même au niveau des collectivités territoriales, avoir tout simplement recours à des cabinets d'études ou à d'autres institutions qui pourraient mettre en place des vraies stratégies efficientes. Hamid Diouli, Ahmed Bouzidi et Mohamed Raj, merci beaucoup d'avoir apporté autant d'éclairage à cette émission consacrée, rappelons-le, au projet de loi de finances 2020. À toutes et à tous, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. D'ici là, bonne semaine à tous.